Hello, ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Décoratrice d'intérieur, le mythe vs la réalité. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Alors je suis trop contente de cet épisode parce que j'étais à la recherche d'une décoratrice d'intérieur qui avait en tout cas pas la langue dans sa poche et qui allait pouvoir parler sans filtre du métier de décoratrice d'intérieur. J'ai envie qu'on creuse deux aspects, à la fois le côté pour vous, investisseurs, est-ce que c'est pertinent ou pas de faire appel à une décoratrice d'intérieur et dans quel cas c'est vraiment intéressant et dans quel cas c'est peut-être pas si intéressant que ça. Et aussi qu'on creuse l'aspect du business des décorateurs d'intérieur, parce que je sais que vous êtes nombreux à m'écouter qui soit être décorateur d'intérieur ou envisager de devenir décoratrice d'intérieur dans le cadre d'une reconversion professionnelle. Donc j'ai aussi envie qu'on parle de la partie business de ce métier qui se cache derrière. Et pour cela, j'ai une experte, j'ai Julie qui est là, qui avait un podcast en plus sur Ouais, l'architecture d'intérieur. Donc bienvenue Julie, comment ça va? merci. Merci à toi, Dorine, en tout cas pour l'invitation. Ça me fait super plaisir et c'est un sujet, moi, qui me parle énormément, qui me plaît beaucoup. Et comme tu dis, il y a un grand sujet entre mythe et réalité. Donc c'est top que tu fasses ça, en tout cas. Super, ben, je suis trop contente. Alors déjà peut-être pour juste les personnes se disent mais attends mais c'est qui Julie pour parler de décoration d'intérieur? Quelle est... Parce que je t'avoue que en réalité l'interview s'est fait complètement autrement. Tu m'avais contacté sur Ouais. Instagram pour un truc rien à voir d'une collaboration potentielle, Mm. bref. Et en échangeant, j'ai découvert qu'en fait tu étais une ancienne décoratrice d'intérieur, que tu avais un podcast sur la décoration d'intérieur. Et on a commencé à échanger sur le sujet. Donc Ouais. moi-même, j'ai découvert ça de toi de façon un peu spontanée. Dis-nous un petit peu qu'est-ce que tu as fait en tant que décoratrice d'intérieur. Ouais, alors en fait, c'est ça. Donc moi, j'avais un parcours un peu alors, atypique, mais finalement très classique quand tu écoutes les personnes qui changent de métier. Moi, j'étais issue des ressources humaines, donc rien à voir, sauf que j'avais toujours cette appétence, comme beaucoup de gens, je pense, parce que c'est un métier qui est très sexy sur la partie architecture d'intérieur, décoration. Et en fait, je me suis reconvertie à la naissance de mon fils, donc en 2023. J'avais fait 7 ans de ressources humaines et ça m'animait plus. Et donc, j'ai changé, voilà, j'ai fait une formation pour me reconvertir. J'ai eu des projets perso parce que j'ai moi-même investi en immobilier. Donc, du coup, j'ai eu la chance de pouvoir retaper les projets moi-même et j'ai également fait des projets de proches. J'ai jamais vraiment lancé mon activité parce qu'en fait, la vie a fait que j'ai pas eu besoin dans le sens où ce qui s'est passé, c'est que en parallèle de ma formation, j'ai lancé un média sur l'architecture d'intérieur. Et en fait, de plus en plus, ça me prenait pas mal de temps et ça m'animait énormément. Et donc, j'ai rencontré beaucoup d'architectes d'intérieur et de décorateurs d'intérieur, tout profil, dont des archis qui sont très, très, très connus dans le milieu, des Charles Zana, enfin voilà, Maison AEG, qui sont vraiment connus dans le milieu. Et c'est comme ça que, à la fois, moi, j'ai pu l'exercer de mon côté, mais j'ai eu aussi la chance de côtoyer un panel d'architectes et de décorateurs d'intérieur en 2 ans de médias. Et c'est ce qui fait que voilà, j'ai commencé à me rendre compte davantage, déjà en le vivant et en côtoyant des gens, de ce qu'était ce métier-là, quoi. Et est-ce que ton podcast, il est encore accessible si jamais quelqu'un se dit, tiens, j'ai envie d'aller écouter ce qu'elle faisait, parce que Ouais. tu ne l'as plus, mais j'imagine il y a encore plein d'épisodes dessus, non? Voilà, c'est ça. Moi, j'ai arrêté, alors peut-être qu'on y reviendra, mais moi, j'ai rejoint mon mari sur une autre activité, sur l'éducation financière, parce que ça, il y avait un vrai sujet aussi. Et le podcast est toujours en ligne, donc il se trouve à la fois sur Spotify et sur YouTube. Je l'alimente plus aujourd'hui. Alors, il y a pas mal de vidéos quand même. Il y en a, j'ai tourné une trentaine ou une quarantaine d'épisodes avec des archis différents. Des gens qui sont issus de milieux très classiques, hein, qui sortent d'école, d'autres qui ont fait des reconversions avec
des formations en ligne, et cetera. Donc, il est encore accessible. Ça s'appelle, Secret d'archi. Secret Voilà, d'archi, super. Et bah du voilà, coup je comme ça l'alimente les plus, mais il existe encore. OK. Et ben non, mais comme ça, les personnes pourront aller voir parce que je sais que les gens qui vont écouter cet épisode seront potentiellement particulièrement intéressés par, Ah ouais. l'aspect de ce métier parce que je sais qu'il y en a qui nous écoutent, que ça intéresse. OK, donc tu as interviewé plein d'architectes d'intérieur et toi, tu as un petit peu pratiqué plus à titre personnel et par rapport, à tes connaissances et moi, ce que j'aimerais déjà qu'on travaille, c'est enfin qu'on travaille, hein, parce que là, on travaille, hein, c'est un épisode de podcast, c'est sérieux. Ce que j'aimerais qu'on travaille, c'est la réflexion de, l'impression qu'on a de décorateur d'intérieur ou décoratrice d'intérieur. Qu'est-ce que ça va être ton métier? VS, qu'est-ce que c'est vraiment le métier de décoratrice d'intérieur? Parce que, donc, je te donne moi mon avis de comment dire, de novice sur le sujet. Moi, ce que j'ai l'impression, en tout cas quand tu vas sur les réseaux sociaux, bah, une décoratrice d'intérieur, c'est quelqu'un qui, euh, qui est posé comme ça dans un super endroit, super joli, et puis qui réfléchit à des petits trucs déco, fait des plaquettes, puis elle se dit, ah, ça c'est sympa. T'es juste payé pour aller faire quelques boutiques et puis tu choisis tes trucs et ça a l'air cool, quoi. Voilà. Je sais pas si si c'est ça aussi ce que tu avais comme impression comme métier au Ouais. début. Alors j'avais cette impression au début et j'ai vite été confrontée à la réalité une fois que je me suis formée et que je l'ai exercée. Alors déjà, il y a deux choses, c'est hyper important de bien distinguer la partie, parce qu'aujourd'hui, il y a un énorme flou, même juridique, hein, sur décoratrice d'intérieur et architecte d'intérieur. C'est deux métiers qui sont différents. On a tendance à les mettre dans le même panier, mais c'est des métiers qui sont différents sur l'aspect technique. Une décoratrice, ça va vraiment être purement de la décoration. Elle va pas, toucher normalement à l'agencement. En tout cas, elle est pas censée au niveau responsabilité, faire du gros œuvre et cetera. Là où l'architecte d'intérieur, au niveau responsabilité, elle peut le faire. Donc c'est-à-dire te péter des murs, te péter des cloisons. Alors après, ils sont quand même, appuyés par des architectes, des bureaux d'études et cetera. Il y a toute une notion de responsabilité. Mais c'est vraiment des métiers qui sont différents et qui ont des responsabilités différentes, et c'est un peu la problématique, que moi j'ai constatée en 2 ans, c'est qu'on met un peu tout le monde dans le même panier, et alors que c'est pas du tout le même métier. Et en effet, décoratrices d'intérieur, elles sont censées avoir moins de responsabilités. Et là notamment, donc en effet, ça va être les couleurs, des murs, des sols, l'ameublement et cetera, qui vont être vraiment le cœur de leur métier. Et architecte d'intérieur, on passe plus sur du gros œuvre. OK. Et toi, t'étais donc alors t'étais quoi alors? T'étais décoratrice ou architecte d'intérieur? Parce que même Alors moi, tu moi vois, du je fais pas coup gaffe à cette ouais. nuance. Et ben c'est ça aussi un peu la limite. Moi, sur mes projets, perso, j'avais complètement la casquette d'architecte d'intérieur, parce que c'est moi qui gérais vraiment les équipes, des artisans sur mon chantier. Mais c'était à titre perso, j'exerçais pas en société. Et par contre, et pour les projets que j'ai gérés pour, des proches, là, je faisais vraiment de la décoration, purement. Par contre, après, évidemment, il y avait une notion d'agencement des espaces, et là, je me baquais avec des bureaux d'études. Donc c'est pas moi qui prenais la décision de Oui, péter un mur, c'est le bureau d'études qui le faisait. OK. Et voilà, donc j'étais un peu à cheval entre les 2, mais j'étais toujours, baquée au niveau, responsabilité, et c'est pas moi qui faisais le suivi de chantier. C'est-à-dire, la personne, je lui disais: «Bah, ça, c'est pas mal» et cetera. Pareil, on va pas entrer dans le technique, mais je faisais pas de plan coté volontairement, parce que quand tu OK. commences à faire des plans avec des mesures, pareil, tu as une notion de responsabilité qui entre en jeu. Enfin, voilà, c'est vraiment ça. Donc, je dirais, j'étais plus sur de la déco et je faisais pas le suivi de chantier. OK. OK. Et donc, par rapport à ce qu'on s'imagine quand c'est fait d'être décorateur d'intérieur, c'est quoi qu'est-ce que tu as découvert, par rapport à la réalité du métier de décorateur d'intérieur? Et j'imagine, tu avais ton diplôme, tu veux te reconvertir. Ouais. Il y a quand même un moment où un petit peu tu t'es dit: «Ah, je vais peut-être faire ce métier, je sais pas que comment je démarre, je fais un site internet et qu'est-ce que c'est concrètement, quoi?» Ouais. Bah, complètement. En fait, c'est un métier qui est, aujourd'hui, il y a beaucoup de rêves autour de ce métier-là, parce que comme tu dis, on voit les pages Insta, on voit les belles photos des magazines et cetera, et en fait, la réalité du métier, c'est pas du tout ça. Et en fait, il y a 2 choses. La question, c'est pourquoi est-ce que la personne veut se diriger vers ce métier-là? Est-ce que c'est pour des questions purement artistiques, ou est-ce que c'est pour des questions, aussi d'argent? Tu vois? Bien gagner sa vie et cetera.
Pour moi, c'est pas un métier que tu vas faire en premier lieu pour l'argent, déjà, parce que c'est pas le métier qui rapporte le plus, et en tout cas, c'est pas le plus évident pour vraiment gagner sa vie à ce niveau-là. Et souvent, les gens, alors après, ton audience, je sais pas, mais en général, souvent, ils y vont par passion du métier, pour l'aspect artistique. Et en fait, ça, c'est important aussi parce que la plupart des gens, ils vont pour le côté sympa, je vais faire des mood boards, je vais faire ci, je vais faire ça, et la réalité, elle est tout autre parce que en fait, les personnes qui gagnent le plus dans tout ça, c'est les écoles, en fait. Faut savoir qu'il y a des centaines et des centaines d'élèves qui sortent chaque année de promo. Et donc, ça inclut les écoles, écoles en ligne et écoles physiques, comme de grandes écoles telles que Camondo, Penningen, puis tu as d'autres écoles qui sont en alternance. Et en fait, c'est vraiment beaucoup de monde qui arrive sur le marché tous les ans. Et aujourd'hui, c'est un milieu qui est hyper saturé. C'est compliqué, hein, de trouver des clients. Parce que, tu tires un tiroir et tu as des centaines d'archis qui en tombent, d'archis ou décorateurs. Ouais. Donc c'est très concurrentiel comme milieu, c'est ça qui est compliqué et la réalité, c'est que quand les gens font ce métier-là, en général, ils veulent, mettre leurs pattes. Ils veulent exercer selon leur goût, selon leur appétence et cetera. Donc quand tu veux faire ça, souvent, ce que tu souhaites faire, c'est lancer ton agence. Sauf que le problème, c'est que ces gens-là, quand ils sortent d'école ou de formation, ils sont pas préparés à la réalité du terrain et à l'entrepreneuriat, mais vraiment pas, hein. Et c'est vraiment le retour que j'ai eu de tous les archis et décorateurs que j'ai côtoyés, c'est qu'en fait, tu pas du tout armé, au niveau business. Alors que la réalité, c'est que il faut être bon en business pour avoir une agence qui tourne. Et l'autre choix, c'est de bosser en agence. Mais là, du coup, quand tu commences, pareil, ça va pas être évident parce que tu grattes des plans. Tu vas être la petite main, on va dire. Après, ça dépend de la taille de l'agence, et cetera, évidemment. Mais souvent, en général, tu vas quand même être la petite main et tu vas pas trop exprimer, tes goûts à toi ou ton univers à toi. Parce qu'en général, tu dépends d'une agence qui a déjà une identité, bien marquée et cetera, des archis, qui ont fondé l'agence et qui ont leur identité, tout ça, quoi. Qui sont preneurs de conseils, mais ça va pas être non plus tes projets à toi, quoi. Ouais, ils vont dire: «OK, ah, tu voulais prendre bleu? Bon, bah, merci pour ta suggestion, mais bon, en fait, ce sera vert». Voilà, en gros. Donc à nouveau, ça dépend des agences, hein. Tu as qui sont plus ou moins à l'écoute et tu en as qui le sont pas du tout, qui te prennent OK, parce qu'ils ont besoin de main-d'œuvre, quoi. OK. Donc OK, non, mais c'est hyper intéressant ton point de vue, parce que moi, je te partage aussi, moi, ce que moi je ressens. Alors déjà, moi, ce que j'ai par exemple, hein, j'ai une un exemple de membre de mon club qui avait pris une décoratrice d'intérieur et puis, tu sais, je lui disais: «Mais, tu sais, enfin», bon, moi, je lui disais qu'il y avait pas forcément nécessité, mais bon, elle disait: «Ah mais c'est une copine qui est décoratrice d'intérieur, du coup, bah, ça la soutient aussi un peu, machin et tout». Bon, après, je pense que honnêtement, vu le volume de personnes qui sortent de ces choses-là, les gens bons, c'est pas 100 du panel qui sort aussi de ces écoles-là. Enfin, en tout cas, moi, j'ai un comment dire? Quand j'ai vu les photos de ma copine qui avait pris cette décoratrice d'intérieur, j'ai fait: «Ah OK, OK, donc tu payé, je sais plus combien elle avait payé, bon, oui, elle avait mis, un joli petit miroir, enfin, mais je voyais pas, tu vois, par rapport à là, au décor où tu enregistres, où je trouve ça joli, tu as mis un mur, avec une couleur, foncée qui est osée, avec un enfin bon, c'est pas trop mal. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que, je veux dire, je pense qu'il y en a aussi une partie qui font rien de dingue, quoi. Enfin, qui font juste un truc, à peu près joli, mais j'ai pas trouvé ça incroyable. Et ma copine, elle me disait: «Oui, mais de toute façon, je l'ai prise parce que j'avais pas le temps de monter les meubles». Et je me dis: «Bah, ah OK, en fait, tu prends ta décoratrice pour, monter les meubles et puis elle est contente parce que c'est elle qui allait choisir ses trucs, mais c'est juste que tu avais la flemme d'aller monter tes meubles». Et en fait, je me suis dit: «Ah bah super, la pauvre décoratrice, en fait, elle a été prise, juste pour monter les meubles parce qu'elle avait pas le temps, elle, de monter les meubles». Donc je me suis dit: «Déjà, il y a le premier aspect là, il y a le côté où les investisseurs, bah, prennent les décoratrices d'intérieur parce qu'à la fois, ils ont pas le temps d'aller faire les boutiques et tout, donc comme mais en même temps, il y a pas non plus un investissement artistique de dingue dans le bien. Enfin, en tout cas, moi, c'est pas ce que j'avais ressenti. Hem Et après l'autre côté qui m'a fait réfléchir, c'est je me suis dit: «Mais qu'est-ce que moi j'aimerais si j enfin, quand est-ce que moi j'utiliserais une décoratrice d'intérieur?» Alors moi, je sais que pour mes investissements locatifs, je considère que j'en ai pas besoin. Après, je fais pas d'atypique. Je suis d'accord que si je faisais un atypique, peut-être que là, je me poserais la question différemment. Pour les investissements locatifs classiques, j'ai l'impression que je m'en sors pas trop mal. Moi, je donne toujours ma technique. Moi, mon astuce, c'est je leur dis toujours, prenez un magazine de déco, prenez une page qui vous paraît bien,
et vous faites comme ce qu'il y a sur la page. Et je lui dis, tu vois, il y a un mur bleu, tu mets un mur bleu, les meubles ils sont en bois clair, bah, tu mets des meubles en bois clair. Comme ça, bah vas-y, tu le mets que pareil. Il y a deux, trois trucs de couleur, de telle couleur, bah tu fais pareil. Et en général, je me dis, bah si tu copies une page d'un magazine, tu peux ne pas trop te tromper. Après, j'ai l'impression qu'il y a des gens, ils sont plus doués que d'autres. Donc, il y a une appétence naturelle à ça. Et après, je me suis dit, mais moi, quand est-ce que j'utiliserai une décoratrice d'intérieur dans ma vie? Et je me suis dit, bah en fait, ce serait quand je serai méga riche et que je veux faire une bête de villa, et un truc de malade. Là, je me dis, ouais, franchement, j'aimerais bien prendre une décoratrice d'intérieur. Mais même si je fais ça, c'est juste parce que j'aurai envie qu'elle me fasse les propositions et que moi, je serai la riche qui décidera, ouais, je préfère telle plaquette et telle plaquette. Mais tu vois, la décoratrice d'intérieur, jamais je lui donnerais carte blanche pour ma villa de luxe, tu vois, si jamais je changeais une villa de luxe. Tu vois, elle sera plutôt là pour m'aider à faire des suggestions, des préparations. Et c'est pour ça que je me dis toujours, bah en fait, t'es quand même à la merci d'un client. Et puis si ton client, il a pas les mêmes goûts que toi, ben, t'es obligé de faire comme le client t'a demandé, vu que c'est le client. Qu'est-ce que tu penses un peu de tout ce que je raconte? En fait, bah là, cette situation-là, bon, je vois hein, ce que tu veux dire. En fait, je trouve le choix de prendre une décoratrice ou non d'intérieur. Alors, déjà, moi, je trouve que c'est un métier sur lequel il faut être honnête. Au bout d'un moment, c'est pas un métier où on sauve des vies et c'est pas un métier qui est nécessaire. Faut être honnête. Ça reste du luxe de se payer une architecte d'intérieur ou une décoratrice d'intérieur. Et maintenant, pour le cadre particulier des investisseurs, moi je connais beaucoup hein, d'archis d'intérieur qui bossent beaucoup avec des investisseurs. Et en fait, là, les enjeux, ça va être bah, l'envergure du projet et le positionnement du projet. Parce que si tu fais un projet, un Airbnb entrée de gamme, moyenne de gamme, là, en effet, comme tu dis, prendre des exemples Maison du Monde, Ikea, etc., tout le monde peut le faire. Mais pour moi, justement, je trouve que c'est pas ça le métier de décoratrice intérieure et je trouve que les personnes qui l'exercent comme ça, en mon humble avis, c'est une erreur. Parce que, en effet, si tu engages une architecte d'intérieur ou une décoratrice d'intérieur, il faut qu'il y ait de la valeur ajoutée derrière. C'est pas pour dupliquer une page de magazine. Maintenant, pour un investisseur, l'enjeu est autre, c'est qu'il y a des enjeux, souvent il y a des enjeux de rentabilité et d'aller vite. Ça rentre beaucoup en jeu aussi. Et, euh, et en fonction de la technicité du projet. Il y a, par exemple, là, les archis avec qui je suis devenue amie, et il y en a beaucoup qui sont nichés sur les investisseurs, c'est des gros projets. Là, c'est des projets, s'il y a beaucoup de mètres carrés, il y a de la division, il faut toucher à des murs. En fait, il y a des enjeux techniques qui sont importants. Et souvent, dans ces métiers-là, la question, c'est les parties prenantes. C'est-à-dire que tu as des équipes d'artisans à gérer. Tu as toutes les merdes à gérer. Franchement, un chantier, c'est chiant. Vraiment, c'est chiant à gérer. Et plus le chantier est gros, et plus c'est chronophage. Donc, du coup, souvent, ces investisseurs-là prennent des architectes d'intérieur ou des décoratrices pour éviter de perdre du temps à gérer les équipes d'artisans, etc. C'est purement confort Mais c'est à de ce la niveau-là. maîtrise d'œuvre, en fait, alors finalement, un peu. Enfin, Alors voilà, c'est ça, c'est que là, en fait, t'es dans de l'architecture d'intérieur. Donc en effet, ça va être la maîtrise d'œuvre, donc tout ce qui va être eau, électricité, les murs, si j'en pète, ouais, donc, etc. Et là, pour ok. moi, quand tu es investisseur, en tout cas quand il y a tous ces enjeux-là, ça devient important, presque nécessaire, parce que c'est comme tout, chacun son métier. Et quand tu rentres dans des rénovations qui sont lourdes, tu peux vite te retrouver avec des galères sans nom qui te font perdre de l'argent et beaucoup de temps. Donc Ok, souvent, non, mais c'est ça. c'est hyper intéressant parce que ce Mm. que tu dis, nous, par exemple, nous, on avait un maître d'œuvre, mais qui n'était pas architecte d'intérieur ni décorateur d'intérieur. Nous, on avait bossé les plans en amont avec un architecte, mais pas pour qu'il fasse le suivi de chantier. C'était juste au niveau du Mm. dépôt des dossiers à la mairie pour que tout soit carré, que tout soit réfléchi et on rediscutait avec lui des plans. Mais une fois que les plans étaient en place, après, il y avait le maître d'œuvre qui gérait ses équipes, mais il n'y avait pas d'architecte d'intérieur. Enfin, c'est intéressant parce que comme quoi, plusieurs métiers peuvent faire le même métier en fait. Dans le sens Parce que où c'est que du coup, le maître d'œuvre, c'est toi qui le gérais du coup. ouais, mais c'est C'est-à-dire lui qui quand... gérait les équipes. Moi, Oui. j'avais que un contact pour une fois par semaine ou deux fois, une fois toutes les 2 semaines, d'aller voir bah, l'avancée. Et c'est lui qui coordonnait tout le monde, quoi. L'électricien, le plombier, tout ça, quoi. Hmm. Mais du Non? coup, si vous aviez des ajustements à faire,
Par exemple, ton maître d'œuvre, il t'appelle, il te dit, «Bon, bah, là, je peux pas péter cette cloison parce que enfin, je peux pas péter ce mur parce qu'il est porteur» ou alors, «Je peux pas passer là mes câbles ou mes canalisations, bah, parce qu'en fait, j'ai quelque chose qui est porteur, enfin, que je peux pas déplacer et cetera». Parce que tu as beaucoup d'aléas de dernière minute Ouais, sur les chantiers. Tant que tu as pas fait la démolition, tu sais pas trop ce qui t'attend. ouais. Et donc dans ce cas-là, le décisionnaire, c'est toi, Bah c'est pas le ouais, maître d'œuvre. bah Et c'est ouais. ça, en fait, ce que les gens veulent éviter, c'est qu'en gros, moi, j'ai des exemples, hein, de chantiers où, bah, l'appartement, c'est un appartement parisien, il avait l'air très sympa, très facile et en fait, au moment où il y a eu la démol, on s'est rendu compte que la structure de l'immeuble, elle était mauvaise et en fait, il y avait toute une reprise de l'immeuble carrément, Ouais. de reprendre les sols et cetera et là, en fait, c'est pas ton maître d'œuvre qui gère ça, tu vois? C'est-à-dire que le maître d'œuvre, il va te dire: «Bon, bah, OK, j'ai ce problème-là et je fais quoi? Et à toi de me dire ce que je fais». Et du coup, le décisionnaire, ça va être toi et en fait, en fonction de l'ampleur du chantier, t'en as, hein, qui vont gérer, hein, c'est comme dans tout, t'en as, ils vont préférer faire eux-mêmes, et tu as d'autres investisseurs qui vont se dire: «Bah, j'avoue, j'ai pas la tête à ça, j'ai pas le temps, donc je préfère déléguer Ouais. et je veux que le décisionnaire, ça soit quelqu'un d'autre». Donc ton maître d'œuvre, il va OK. te gérer le chantier, mais c'est pas lui qui va prendre la décision de, «Ah mince, bah, là, j'ai une cloison, OK, donc ça veut dire qu'il faut que je rebouche toute la cuisine», mais c'est pas lui qui va te refaire les plans, c'est pas lui qui va Ouais, ouais. proposer les Non mais choses. non, mais c'est hyper intéressant parce que tu vois, là, c'est vrai que moi, je me rends compte que nous, avec Cyril, on a comment dire? Une vision de l'investissement, où on contrôle tout. Enfin, c'est-à-dire que c'est même pas en rêve que j'ai quelqu'un qui va décider de comment je change mon plan. Tu vois, Mmh. chaque chose a été réfléchie pour optimiser ma rentabilité et donc si jamais il y a une modification, je me verrais même pas une demi-seconde ne pas être impliquée parce que je pense Mmh. qu'on est du coup d'un naturel à être plutôt catégorie investisseur impliqué Mmh. à Ouais, deux c'est cents ça. pour cent dans notre Mmh. projet. Alors qu'en effet, tu as raison, il doit y avoir un autre profil d'investisseur, plus, débordé et moins, accro à son investissement, qui se dit: «Bon, bah, écoute, redécoupe comme tu veux», et qui fait confiance, C'est ça, c'est une question d'appétence. Je sais qu'il y a des investisseurs, ils mettent jamais les pieds sur le chantier, ils prennent pas les décisions, enfin ils délèguent vraiment, aux archis, aux décorateurs parce que, c'est pas leur truc et eux ce qu'ils veulent c'est, un truc fini, qui est rentable, qui rentre dans leurs coûts et basta, tu vois? Donc tu as vraiment tout type de profil, tu as ces gens-là et par contre, tu as d'autres, personnes qui là veulent vraiment contrôler. Tu vois, tu parlais de la villa tout à l'heure. ouais, Du coup, on entre dans l'aspect personnel et où toi, tu as envie, du coup, en effet, bah, de mettre ta patte, tu veux prendre les décisions et cetera. Mais vraiment, pour le coup, tu as des gens, ils délèguent à 100. Ils s'en foutent complet. Ils donnent les cartes, moi, il y a plein d'archis qui ont eu des projets en millions, hein, qui sont énormes, sur de grandes demeures, de grandes villas et les gens, ils disent: «Ouais, bah, en gros, je veux à peu près un truc dans ce de cet ordre-là. Bon, bah, faites-moi les propositions, A, B, C, je choisis et basta», tu vois? Et en fait, tu as ah vraiment tout ouais. type de profil Ah ouais, ouais. aussi, Ouais, ouais. et c'est vrai que souvent, quand on a ton profil où vraiment, on sait ce qu'on veut, toi, tu vas plus chercher du conseil, tu vois, à la marge, Mmh. ou et des petites propositions, mais si tu sais déjà ce que tu veux, tu vois, globalement mais tu as des gens, ils savent pas du tout ce qu'ils veulent et donc Ouais, là, ils ouais. passent, par des archis, et à l'inverse, il y en a qui pensent, ils savent ce qu'ils veulent et en fait, quand ils échangent avec les archis ou les décoratrices et que ça challenge leurs idées, ils se disent: «Ah bah ouais, bah ça, c'est pas con, ça j'aime bien» et tout ça, tu vois? Ouais, ouais, ouais. Il y a ce côté OK. challengeant aussi. OK, donc il y a vraiment un côté où, c'est quand même, de ce que toi tu observes, les gens qui font appel aux décorateurs d'intérieur, c'est quand même des gens qui sont dans alors moi j'appelle ça du lâcher prise, mais, du vraiment dans une optique où ils accueillent le fait qu'ils vont pas maîtriser, leur projet, pleinement, il y a une part, qui lâche, et qui se disent: «Bah, c'est l'autre qui va gérer pour moi et moi je j'ai pas ma charge mentale» et OK, OK. Voilà, c'est ça, il y a cette notion vraiment de charge mentale et on peut toujours être, enfin, tu as plein même des investisseurs qui vont être impliqués dans le projet, mais par contre enfin, ça reste un métier et qui vont pas voir venir les aléas du chantier et cetera et que s'ils le font eux-mêmes, ils vont perdre plus d'argent et de temps qu'autre chose, parce que, je te dis, une fois que tu démolis, des fois, tu as pas mal de surprises, quoi. Bah, ouais, ouais, ouais. Non, mais ça, c'est clair. Mais en plus de ça, souvent nous, après la démolition, il y a toujours, une revue des plans et il y a toujours des modifications. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est Et toi, tu es OK systématique. avec le fait de le faire, Bah, mais ouais. il y en a, ils ont pas du tout envie de mettre les mains dedans, tu vois? Donc il y a ce truc aussi, à ce niveau-là, quoi. OK. Non, non, mais oui, non, mais tu as raison. De toute façon, je me dis qu'un jour,
Je sais pas. Je me dis, à un moment donné, quand tu as trop de chantiers à gérer en même temps, il y a quand même besoin de quelqu'un qui est capable de prendre des décisions aussi, tu vois? Donc, Mmh. j'imagine, je réfléchis si j'achète 3 immeubles d'un coup, est-ce qu'à un moment donné, j'aurais besoin de quelqu'un pour m'aider à faire Bah, tout c'est ça et je ça pourrais et pas si tout tu tapes décider moi? ouais, voilà et si tu tapes du gros œuvre, tu vois, tu achètes un immeuble et tu as des reprises de structure, refaire la façade et tout, enfin, en fonction des enjeux, moi j'ai des exemples de projets, de gens, c'est pour des Airbnb ultra luxe, ils voulaient te foutre une piscine sur la terrasse. Bon, bah, tu as intérêt d'avoir les compétences pour savoir comment tu la mets et donc ça implique beaucoup de personnes, des architectes, des bureaux d'études, enfin, tu vois, il y a tout un truc parce que les enjeux financiers sont tels que, au bout d'un moment, je pense qu'il faut aussi se dire: «Bon OK, peut-être m'entourer Ouais, ouais, ouais. Non, à mais ce c'est en niveau-là». fait, mais c'est hyper rigolo parce qu'en fait, je me rendais pas compte que j'étais architecte d'intérieur, en fait. Tu vois, là, tu me Mais découvres. peut-être, voilà, tu as peut-être un avenir aussi à ce niveau-là. Mais non, parce que le dernier immeuble, là, on découpe en 13 apparts, il y a bureau d'études, il y a la totale, mais c'est en fait, c'est nous qui coordonnons, quoi. Ouais. Enfin, je me rendais pas compte qu'en fait, on fait le boulot d'un architecte Mmh. d'intérieur, mais en fait, c'est vrai. Enfin, je me rendais pas compte et c'est exactement Mmh. ça. C'est-à-dire que nous, on travaille avec les architectes d'intérieur, on réfléchit aux poteaux, où est-ce que ça va être, qu'est-ce que ça va avoir comme impact. Enfin, tout est discuté avec le maître d'œuvre et nous directement. Et en effet, nous, du coup, on a vraiment fait ce choix conscient de on gère tout nous-mêmes. Ouais, c'est ça. Et c'est une Mmh. question de. Je. Voilà. Ok. Ok. Mais non, mais je suis d'accord avec toi que c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui. C'est vrai que parfois on se rend pas compte parce que comme nous on a l'habitude maintenant, on s'y est mis et c'est nous qui gérons tout. En fait, on se rend pas compte que quelqu'un qui débute en investissement immobilier n'a aucune conscience et connaissance Mmh. de ça. Et en fait, Ouais. si t'es pas un petit peu, je sais pas comment dire, un peu doué, un petit peu impliqué, un petit peu intéressé, enfin un mélange de tout ça, bah en fait tu peux vite faire n'importe quoi. Donc, Ouais, c'est ça et le temps que tu as, joue énormément aussi, à ce niveau-là, quoi. Mmh. mm. Ok. Et donc j'ai bien compris. Donc, il y a quand même vraiment, c'est vraiment qu'il y a 2 aspects différents parce que là, on mélange architecte d'intérieur et décoratrice d'intérieur et j'ai l'impression que faudrait peut-être exclure maintenant, on va exclure architecte d'intérieur, qui est pour moi plutôt un gestionnaire de chantier, Gros œuvre, ouais. Mmh. voilà et je pense que c'est pas tout à fait l'objet de la discussion. Parce qu'en l'occurrence, moi, je vais pas déléguer à un décorateur d'intérieur, la gestion de mon chantier, avec, reprise de dalles, quoi. C'est bien ce que tu disais, c'est que Ah bah, non, théoriquement, il a pas le droit de le faire. voilà. Donc là, on va bien se recentrer sur décorateur d'intérieur, OK? Donc maintenant, on exclut l'architecte d'intérieur, on a compris, mais lui, en effet, il a une vraie compétence qui est proche de celui de l'architecte, tout court, Ouais, ouais. qui est de la vraie gestion de chantier avec des complexités. Et donc là, maintenant, concernant les décorateurs et décoratrices d'intérieur, quels sont les cas où tu trouves que ce serait hyper pertinent d'en embaucher? Ouais. Je sais pas si tu as Ben, peut-être une idée? moi, je pense que c'est pertinent quand on a mauvais goût, hein, faut Mmh. faut être honnête, hein. Les goûts et les couleurs, enfin, voilà, il y a de tout dans la nature. Hem Et au niveau enfin et l'importance va être aussi par rapport à la qualité de ce que tu veux louer, tu vois? OK. Si tu te niches sur des entrées de gamme, des Airbnb entrée de gamme, bon, bah, la question se pose vraiment. À l'inverse, si tu commences à monter dans du luxe et cetera, il y a quand même des codes à connaître, il y a des tendances à connaître aussi, et donc là, ça peut être pertinent et à nouveau, tu as des gens qui vont le faire très bien eux-mêmes parce qu'ils sont, tu vois, comme toi, ils sont passionnés par le sujet, ils ont aucun souci à faire par eux-mêmes et tu en as d'autres qui vont, pas vouloir ou qui vont ne pas être bons, parce qu'il y a de ça aussi, heu Ouais. et donc je pense que pour ça, c'est important. Par rapport à la gamme de ton projet, ça va être important et l'autre chose, c'est, et du coup, c'est un peu lié, c'est le côté effet waouh. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, on voit énormément de Airbnb, qui se ressemblent et arrête-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est un marché vachement concurrentiel aujourd'hui, quand on fait du locatif court terme. Moi, je fais du long terme, donc je me rends pas compte du court terme, ce que ça représente. Mmh. Mais du coup, c'est très concurrentiel. Heu, En tant que particulière, nous, on se fait souvent des week-ends et donc forcément, comme tout le monde, on prend des Airbnb et je sais que je suis hyper exigeante sur, l'intérieur. Vraiment, ça je prends mes décisions basées sur les photos purement et simplement, tu vois? Mais Et bien sûr. et donc là, si tu es mauvais, bah, là, la décoratrice d'intérieur la question va vraiment se poser parce que, tu en as tellement d'autres qui ont de beaux projets à côté que, faut pouvoir s'aligner. Donc je dirais que c'est ça, c'est pour ce côté
et fait waouh, sympa. Et à l'inverse, si t'as une mauvaise décoratrice, ça peut te flinguer le truc. Enfin, moi, je trouve qu'il y a encore des Airbnb encore en ligne qui ont l'air beaux sur le papier, mais qui sont quand même passés d'époque au niveau design, tu vois. Et du coup, ils se font manger par les autres qui ont des codes plus modernes. Donc, c'est des trucs aussi bêtes que ça, mais Ouais. voilà quoi. Ouais. Mais en fait, je suis complètement d'accord avec toi. Et les gens sous-estiment tellement la déco en général. Ça me Ah rend ouais. dingue. Ça me Mm. rend dingue en fait. Enfin, là, on parle alors, on va parler de plusieurs aspects, mais déjà en général, en fait, les gens ils se rendent pas compte de la différence entre une jolie photo et une photo banale. Mais en fait, rien que sur les loyers, même en location longue durée, Mm. mais ça a Ouais. rien à voir. Rien Mm. qu'en longue durée, tu vois, je veux dire, Mm. si le truc il te fait rêver sur la photo et le truc il te fait pas rêver sur la photo, en fait, je pense que tu peux Mm. rajouter 50 € par mois, 70 € par mois, Facile. bah, Ouais. facile, et Ouais. voire plus Ouais. en fonction de Ouais. la taille du bien et tout. Donc Mm. ça, je suis complètement d'accord. Et les gens, ils le prennent trop pas au sérieux, hein. Moi, je sais que dans le club, on passe notre temps à râler parmi les membres en leur disant soignez la déco. C'est Mm. pas au moment où tu achètes ta petite table basse et que tu mets ta couleur que tu vas faire des économies, en fait. Parce que si tu le fais au moment de la finition, en fait, tu auras mis un chantier de dingue. Mm. Je sais pas, tu auras refait ton appart à 30 000 €. Et là, tu auras mis 1000 balles de meubles et en fait, bah, ça va ressembler à rien. Et en fait, tes 30 000 € de travaux, bah, du coup, tu vas même pas les rentabiliser parce que tu n'as pas Ah fait ouais. le dernier pas qui va rendre le Mm. truc canon. Bon, Ouais, donc, complètement. Et puis les gens, en plus, sont éduqués aujourd'hui parce qu'on est biberonnés aux réseaux sociaux. mm, Et on voit du beau partout. Donc mm. forcément, en tant que particulier, on devient plus exigeant. Et tu as raison, moi je suis sur de la longue durée, j'ai 2 appartes. Et j'ai vu la différence parce que j'ai commencé à les louer en 2022. Et j'avais ce truc-là de ah ouais, mais attends, c'est du locatif, c'est bon, je vais pas me ruiner, j'ai pas envie de foutre des meubles chers, etc. Et en fait, et sauf que c'est mon mari qui m'a dit non, mais franchement, quitte à t'être fait chier, autant faire un truc bien. Et les photos, ça joue énormément de ça. Et donc finalement, on a fait le truc bien et j'étais là, je louais entre 100 € et 150 € plus cher pour la même surface que d'autres appartes dans le même secteur. Mais évidemment. Mais Donc, ça, faut le dire, hein. Ça, là, les amis, vous écoutez le podcast, vous le notez, en fait. Moi, ça me rend dingue. Tu sais, tu sais, les tables basses Ikea à 10 € carrés qui mettent partout. J'ai dit non, mais non, quoi. Enfin, ah on oui, trouve les pas. noirs là. Ouais, les carrés toutes bêtes, là. Chaque fois que je vois ça sur une photo, je me dis, mais pitié, mais jamais, quoi. Enfin, jamais tu fais ça. Toi, au pire, tu payes mais tes 35 € et tu mets une vraie table. Mais enfin. Hmm. Mais fais pas Ouais, ça, quoi. Enfin, tu crois économiser 25 balles, mais en fait, là, t'as perdu 25 balles par mois juste parce que ta photo, elle est immonde, en fait, et ouais, tu payes pas ouais, pour bah ouais, ça. c'est clair. Non, donc ça, complètement. Et maintenant, t'as dit quelque chose qui m'a marqué. euh, et comment est-ce qu'on sait qu'on a mauvais goût ou qu'on a bon goût? Parce que ça, c'est un truc compliqué quand même. Le nombre de gens Ouais, qui croient qu'ils ont bon goût et qu'en fait, je me dis, non, mais la cata, et des gens qui croient qu'ils sont pas capables alors qu'en réalité, ils seraient capables. Enfin, comment tu peux savoir si bah ça t'as bon goût ou pas, quoi? c'est un vaste sujet. À la limite, quand tu es sur du particulier, on s'en fout parce que c'est pour chez toi. Ouais. Donc, le principal, c'est que ça te plaise. Par contre, en effet, quand tu commences à entrer dans de l'investissement immobilier et que tu fais de la location soit longue durée ou soit courte durée, bon, bah là, tu es obligé de t'adapter au marché. Et je pense que la façon dont enfin, en fait, tu vas te rendre compte si ton bien est moche si tu le loues pas. Ok. En fait, je pense qu'il y a ce côté. T'en as, ils sont à l'écoute, hein, des clients qui disent, bon, bah, ok, j'accepte de faire des concessions, de mettre une autre couleur, etc. T'en as d'autres, non, ils vont être bornés. Mais du coup, ils vont, en tout cas, pour l'aspect vraiment purement business, ils vont finir par la prendre parce qu'ils vont moins louer que le voisin qui a quelque chose de plus neutre ou à l'inverse de plus chiadé, parce que là, on se dirige de plus en plus vers des modes où la couleur revient, les motifs reviennent, etc. Le blanc crème, ça commence un peu à passer, tu vois. C'est intemporel, certes, mais les gens sont un peu lassés quand même globalement. Et donc, voilà, je pense que quelqu'un qui a un mauvais goût va s'en rendre compte s'il loue pas son bien, je dirais. Ok. Mais c'est très subjectif, hein. C'est des Ouais. choses compliquées, hein. Mais et en plus de ça, parce que tu vois, là, donc il y a la question du bon goût, du mauvais goût. Après, il y a le côté où comment on sait si la décoratrice d'intérieur a bon goût?
Alors, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que, par exemple, moi, j'ai encore un exemple d'une membre qui avait pris une décoratrice d'intérieur pour une coloc. Et en fait, la décoratrice d'intérieur, comme elle aime bien son métier, au lieu de faire toutes les chambres décorées à peu près pareil, avec le même ton de couleur et le même truc, elle s'est dit, on va faire des chambres un peu à thème. Sauf Ok. qu'en fait, enfin des chambres à thème, j'exagère, mais elle a fait genre une chambre plus rose, une chambre plus machin, une chambre Ok. bleue, une chambre. Puis elle, pour varier, parce que voilà, parce que qu'elle s'est dit, peut-être aussi pour justifier sa facture, elle se dit, bah si je fais toutes les chambres pareilles, ça va faire moins bien pour le client. Je sais pas qu'est-ce qu'elle s'est dit, mais en tout cas, elle s'est dit ça. Ouais. Et, et en l'occurrence, bah en fait, elle a fait une chambre un peu girly, quoi. Mais d'un point de vue investisseur, les amis. Ça va pas. Parce qu'en fait, le problème, c'est que bah, à chaque fois qu'elle présente la chambre girly, bah, un mec, il peut pas la prendre. Donc en fait, tu te coupes le marché en deux. Et enfin, et en fait, c'était rigolo parce qu'elle avait fait des, des chambres un peu à thème, mais que je trouve qui étaient marquées. Et moi, ma Mm. théorie, alors je sais pas si j'ai une théorie, c'est que moi, je considère qu'il y a un goût qui est universel. Tu sais, il y a des choses où tout le monde trouve beau. Alors, je sais pas Oui, si globalement, c'est vrai oui. ou pas. Enfin, tu sais, je sais pas comment dire. Il y a dans les, il y a des goûts qui sont marqués, mais qui sont, c'est sûr, sont à plus de caractère, avec, je sais pas moi, des photos de la jungle, j'en sais rien, ou du goût rose, ou du goût un peu plus flashy, ou du machin. Mais ça, en fait, soit t'aimes pas, quoi. Mais en fait, du coup, t'as un locataire, il dit, ah bah non, mais moi, c'est pas mon truc. Alors Mm. que nous, ce qu'on a fait, je suis pas du tout une bosse en truc, mais nous, on a mis une sorte de murs. Nous, on a des sortes de murs bleus turquoise, enfin bleu, je sais pas comment dire, je suis nulle en couleur, mais un bleu un peu foncé qui, je trouve, est une couleur universelle que tout le monde aime, avec deux, trois petites touches de jaune, et le reste, c'est beige et, euh, et bois et classique. Bah, en fait, tout le monde aime bien. Enfin, Mm. parce qu'il n'y a pas de. C'est pas marqué. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Bah oui, je pense que en tout cas, quand tu veux prendre une décoratrice d'intérieur, il faut prendre quelqu'un qui a de l'expérience dans l'investissement immobilier. Tu vas pas prendre une décoratrice qui a fait que du particulier ou qui a fait Enfin, je sais pas, tu vois, mais globalement, tu as quand même des décorateurs ou décoratrices intérieures qui ont leur niche en général. Et donc, tu vas prendre quelqu'un qui a de l'expérience. Après, il faut quand même nuancer parce que c'est pas parce que tu as fait que du particulier en tant que décorateur ou décoratrice d'intérieur que tu vas être mauvais sur de l'investissement immobilier. Donc il y a aussi ce truc de, bon, bah tu regardes les projets que la personne elle a eu, tu regardes ce qu'elle te propose. De toute façon, tu as plusieurs avant de signer avec la personne. Globalement, aujourd'hui, on a une ère où ils ont tous des sites internet, ils ont des photos de leurs projets. Si c'est pas des photos finies parce qu'ils n'ont pas eu encore de premiers clients, en général, ils ont fait des vues 3D. Enfin, tu vois, ils ont fait des projets en 3D, tout ça. Donc, tu peux te rendre compte quand même de l'univers du décorateur ou de la décoratrice d'intérieur. Et donc, pour moi, il faut mixer ça. Il faut mixer à la fois l'univers de la personne et son expérience, tu vois. Et donc, en effet, si elle a jamais fait d'investissement immobilier, ça ne veut pas dire qu'elle va être mauvaise, mais elle va peut-être pas forcément avoir les réflexes de penser retour sur investissement, de penser faut que ça plaise à tout le monde, bah, parce que tu as des personnes différentes toutes les semaines, etc. Enfin voilà, c'est un peu, je dirais, c'est un peu ça. Il faut regarder l'expérience de la personne et sa patte, tu vois. Ok. Ok. Donc quand quelqu'un, par exemple, qui écoute le podcast, je vais peut-être faire appel à une décoratrice d'intérieur. Moi, dans ma tête, il y a deux cas. Dis-moi ce que tu en penses. Moi, il y a deux cas où je me dis c'est quand même super pertinent. Le premier cas, c'est t'es débordé, t'as pas le temps et t'as pas envie. Donc Complètement. là, pourquoi pas. Et deuxième option, c'est si tu fais par contre un Airbnb. Moi, je pense que le Airbnb, il faut quand même vraiment se poser la question de faire le truc vraiment bien, quoi qu'il arrive en fait. Même Bah que tu oui. fasses un atypique ou un normal, Mm, mm, mm. tu vois, de se dire, Ouais, tu peux pas te permettre de faire une déco moyenne en Airbnb, quoi. bah plus aujourd'hui. Alors Ouais, moi, c'est l'impression que ça me donne, c'est que aujourd'hui tu peux plus parce que c'est hyper concurrentiel. Je pense qu'à l'époque, tu pouvais te permettre parce que c'était nouveau, etc. Mais aujourd'hui, les gens prennent des Airbnb. En tout cas, moi, à nouveau, c'est mon expérience de cliente parce que j'en ai pas. Mais moi, je sais qu'un Airbnb, je vais le prendre parce qu'il est beau. Je vais le prendre pour l'expérience qu'il apporte. Enfin, tu vois, plein de petites choses. Et donc, en effet, par la force des choses, étant donné que c'est plus concurrentiel, bah, tu es obligé de jouer avec les règles du jeu, quoi, j'ai envie de dire. ouais, Et de faire quelque chose de sympa, quoi. ok. Donc ouais, je pense que
il y a à la fois cette notion de temps et à la fois cette notion de compétence. Tout le monde n'est pas bon pour faire quelque chose de beau. Tu en as qui vont l'être, ils vont faire tout seuls et c'est très bien, le projet, il va être incroyable. OK. Mais à l'inverse, tu en as d'autres, c'est pas leur métier et ils sauront pas faire. Moi, je vois encore plein d'Airbnb où c'est hyper kitsch, quoi, tu Ouais. vois? Et ça te refroidit pas mal de clients, je pense, quand même, Ah mais complètement. donc Mais complètement. Et comment est-ce que je fais du coup pour, imaginons, donc je me pars du principe, j'ai besoin d'une décoratrice d'intérieur pour les deux raisons que tu as dit, à la fois parce que je veux que ce soit bien fait et que j'ai pas le temps. Dans ce cas-là, comment je fais pour savoir, moi, imaginons, j'ai pas de goût, je vais quoi? Je vais sur le portfolio de la personne, je lui demande montre-moi ce que tu as déjà fait, fais-moi visiter un bien si tu en as un peut-être toi. Comment, comment ouais. tu sais si la personne elle va être douée ou pas? Bah, en tant que je trouve que c'est plus facile aujourd'hui d'être du côté du client, enfin, comme beaucoup de choses, je pense, que du côté, du de la décoratrice d'intérieur. Parce qu'on va pas se mentir, c'est un milieu très féminin quand même, mine de Mm, rien. La partie purement décoratrice d'intérieur. Architecture d'intérieur, il y a débat, tu as beaucoup d'hommes aussi, mais décoration d'intérieur, c'est surtout des femmes. mhm. Et je dirais quand tu es du côté du client, c'est limite «facile» entre guillemets parce que franchement, tu tapes, décoration d'intérieur sur Insta, l'algo, il va te proposer plein de gens, des gens dans ton périmètre, et cetera. À force de liker, tu vas tomber de plus en plus sur des comptes de décoratrices, et cetera. Et tu en as à l'appel des profils. Maintenant, du coup, ce qui va rassurer, bah ouais, ça va être l'expérience de la personne, forcément. C'est triste, hein, mais c'est comme ça. Une fille qui a jamais eu de projet, tu vas peut-être moins avoir confiance en elle que quelqu'un qui a eu plusieurs projets. Et ça ne veut pas dire qu'elle est mauvaise, hein. Ouais, Mais du coup, toi, quand tu as cette notion de j'ai pas le temps et il faut que ça aille vite, enfin, du coup, c'est pareil, il faut que ça aille vite et il faut que ça soit rentable, tu vas chercher quelqu'un qui est quand même plus capé. On va pas se mentir. Mais maintenant, c'est comme tout. Si tu veux quelqu'un qui est capé et qui a de l'expérience, tu vas pas le payer le même prix que quelqu'un qui débute. Donc il y a cette notion-là aussi de je suis prêt à mettre combien en décoration d'intérieur pour mon projet. mm, Il y a ce truc-là aussi. Toujours dans cette notion de rentabilité en fait. Donc, et je pense qu'aujourd'hui, c'est plus ou moins facile, entre guillemets, de voir ce que fait la personne parce que ils ont des pages Insta, ils ont des sites internet, ils ont des pages Insta. Et si on se cantonne purement à la décoration d'intérieur, euh, les risques sont quand même assez limités. Tu vois. À nouveau, si tu vas sur du gros œuvre, bon, là, il y a débat. Il faut que tu aies quelqu'un qui est calé, qui a un bon réseau d'artisans, qui ait déjà fait des chantiers idéalement, ou qui ait côtoyé quand même ce milieu, etc. Et oui, pour la décoration purement d'intérieur, tu prends quand même moins de risques. Pour ok. le coup. OK. OK, non mais c'est très clair et comment est-ce que un décorateur d'intérieur, enfin ou décoratrice d'intérieur comme tu disais, il y a une majorité de femmes, donc faisons décoratrice d'intérieur, facture? C'est-à-dire que c'est au un pourcentage du coût global ou est-ce que c'est un forfait et après elle a un budget, pour, ta déco? Comment tu organises les choses? Là, je te parle vraiment toujours de décoratrice d'intérieur, Hmm. pure. Bah là, tu as vraiment à boire et à manger, hein. OK. Enfin, t'as autant de profils que de façons de faire. Et qu'est-ce que Euh, toi tu conseilles? Tu conseilles que c'est quoi le mieux? Plutôt, enfin, comment toi, imagine-toi, tu devrais refaire un appart en location là. Comment tu choisirais ta décoratrice d'intérieur et quel est le format aussi de budget que tu aurais, choisi? Bah, je suis hyper biaisée parce que j'ai du mal à me projeter parce que je le ferai pas par la force Bah des oui, choses, je le ferai moi-même. Mais c'est très compliqué. Alors en fait, déjà, le pourcentage pour la décoration d'intérieur, je trouve que ça n'a pas de sens. En fait, le pourcentage du chantier, ça va se poser pour des architectes d'intérieur et des architectes tout court. De toute façon, architectes, ils sont hyper réglementés. Donc, ok, tu as des façons de régler. Enfin, les honoraires, elles sont encadrées. Pour décoratrice, souvent, c'est au forfait. En général, ce qu'elles font, c'est du forfait et c'est des prix au mètre carré. Après, comment elles fixent les prix, ça dépend énormément de la personne parce que tu en as, elles vont bosser vite. Et donc, du coup, elles vont pouvoir se permettre de facturer un peu moins cher parce qu'elles bossent plus vite. Et à l'inverse, t'en as, elles bossent très lentement. Et donc, du coup, elles vont peut-être être un peu plus chères. Donc, tu as ce facteur-là. Puis après, t'en as d'autres qui vont être expérimentées ou pas expérimentées. Donc, forcément, quelqu'un qui est expérimenté va être plus cher. Mais en général, pour la décoration d'intérieur, alors après, pour moi, c'est compliqué de te répondre parce que tu as vraiment plein de façons de faire. ok, Mais l'impression que j'ai, c'est que c'est surtout du forfait par rapport à la surface, en fait. ok.
Ok. Et après, t'en as qui fonctionnent en termes de livrables. Moi, je trouve que le fonctionnement du livrable, il est pas mal. Parce que déjà, tu peux te détacher du contrat un peu quand tu veux. C'est-à-dire que, tu vois, en fait, tu vas la prendre à la mission. Donc, d'abord, elle va te dire, bah, je te fais les plans. Et puis ensuite, la deuxième mission, ça va être, bon, bah, une fois que tu as validé le mood board, les plans, etc., bah, je te propose la shopping list. Enfin, tu vois, et en fait, ils te Ah facturent oui. à chaque truc qu'ils te font, en fait. Ah oui, donc en fait, elle te dit les plans, c'est X, la shopping list, c'est Ouais, X, et après, en moi, général, ouais. je te montre les meubles, c'est X. Enfin, Ouais. je vais faire les achats et je monte les meubles. Et comme ça, en fait, Mm. tu peux choisir un peu, enfin, tu peux la couper, entre guillemets, au milieu, si jamais tu te dis, ah bon, bah, écoute, les meubles, je vais finalement, je vais les monter moi-même. Mm. Merci pour la shopping list. Et puis, C'est ou ça. ça se Après, fait, ça, ou pas? la Enfin, décoratrice d'intérieur, pour moi, elle est pas là pour te monter les, les meubles. Mais ah oui, donc elle fait juste la shopping list, mais après, elle monte pas les meubles. bah, moi, c'est la première fois que. Enfin, tu vois, l'expérience dont tu parles là, c'est la première fois que j'entends que la décoratrice monte les meubles. Ah Mais. ouais? Ah, trop rigolo. Ah oui, mais c'était une débutante, c'était une décoratrice débutante, donc je pense qu'elle acceptait tout. Oui, Enfin, après, t'en as qui poussent la mission jusqu'au bout et jusqu'à la petite décoration, tu vois. En fait, c'est pareil, c'est-à-dire que dans les décorateurs d'intérieur, tu vas en avoir qui vont juste te proposer l'idée globale avec certains meubles, mais les meubles, tu peux les trouver toi-même. Et puis ensuite, elles vont affiner avec la shopping list, où là, tu as des meubles bien précis. Et ensuite, elles vont affiner avec la petite déco et tout ça. Euh, mais le montage de... Enfin, je savais pas d'accord, qu'il y donc en en a qui fait, montaient les meubles. d'accord, ok, non, parce que ça, en fait, dis-toi que c'est. Mais je pense qu'on va en revenir après au problème que les décoratrices d'intérieur, bah, elles galèrent à gagner de l'argent et Ouais. qu'elles acceptent tout et n'importe quoi à la fin parce qu'en fait, elles n'ont pas le choix. Enfin, c'est une question que je me pose, hein, je sais pas, mais. Ouais, il y a la réalité aussi derrière. Alors, t'en as qui aiment, hein. Ok, T'en as qui aiment pousser jusqu'à la petite décoration. Et elles, c'est ok. parce qu'elles sont vraiment passionnées. Et tu vois, je pense à une décoratrice d'intérieur qui est excellente, qui a très bon goût, que je connais personnellement. Et elle pousse les trucs jusqu'au bout, vraiment jusqu'à la petite déco qu'elle va te claquer sur ton meuble ou sur ta petite table, etc. Mais j'ai pas souvenir qu'elle montait les meubles, tu vois. Elle les Mais alors, choisit, mais j'ai pas souvenir qu'elle les montait, tu vois. mais du coup, tu veux dire que. Et c'est. Alors, du coup, alors je me mets juste dans la peau de l'investisseur qui a pas le temps. Mais du coup, en fait, la décoratrice, elle m'envoie la liste. Et après, c'est moi qui dois monter les meubles ou trouver les gens pour monter les meubles. Elle supervise pas ça, quoi. Bah, du coup, si, peut-être que t'en as qui le font. Ce qui est Ah pas ouais. déconnant, du coup. Ah ouais, parce que dans le même temps, si t'as pas le temps, en fait, tu veux Mais un forfait global. ouais, mais du coup, ça, c'est des gens que tu vas payer plus cher. Tu vois, Ouais, parce que du voilà. coup, tu as un suivi plus pointilleux. Jusqu'à la fin, quoi. Voilà. Et après, ce qu'il y a, c'est que moi aussi, là, la décoratrice que j'ai en tête, elle est dans le luxe. Donc, c'est pas elle qui va les monter, elle va avoir des équipes derrière qui vont le faire. Tu vois, Oui, il y mais a du coup, ça c'est elle qui va aussi. les superviser. Ah oui, par contre, oui, il y a Donc, ce ça fait truc partie de du clé en contrat main. en tant que client de. Oui, oui. Alors, attends, donc, du coup, dans ce que tu dis, que je comprenne bien, tu veux dire que quand on est client de décoratrice d'intérieur, tu veux dire qu'il y en a pour lesquels, bah, en fait, à la fin, t'as pas les meubles. Il faut Bah, ça dépend que. de la mission Ça que tu as dépend de la pris. mission que t'as pris. Voilà. Mais T'en donc, il as, y ils en a veulent du qui. clé en main. Ouais, Et voilà. donc, voilà. Et t'en as d'autres, ça s'arrête à la shopping list. Ils vont eux-mêmes chercher leurs meubles. Je connais une investisseuse là qui fait un projet ultra luxe. Bon, c'est un gros projet, donc elle est passée par une agence d'architectes d'intérieur. Du coup, l'agence lui a fait la shopping list, mais c'est elle qui va nicher aussi à droite à gauche ses petits meubles par-ci par-là. Enfin, tu vois, elle gère quand même pas mal de choses. Ça dépend vraiment. En fait, l'avantage de ces métiers aussi, c'est que tu choisis globalement ce que tu veux faire, tu vois, Ok. et l'argent que tu as aussi à mettre dedans. Et après, ça dépend qui tu vas attirer, parce que souvent, ceux qui ont une agence qui tourne bien, si tu les prends juste pour des mood boards, ils vont te dire, bah non, je vais voir les clients qui me prennent du clé en main, tu vois, parce que je gagne plus d'argent à ce niveau-là. Il y a ça Ok. aussi, il y a ce truc aussi à prendre en compte. Oui, oui, parce que. Ok. Parce qu'ils font toute la prestation et quand tu dis clé en main, c'est que les meubles, ils sont montés à la fin, quoi. Ouais, ouais. Donc, t'en Ok. as, c'est juste les meubles, et t'en as, c'est vraiment, ça va jusqu'au tapis, jusqu'aux petites bougies qu'on te met, mais Ah bah pareil, ça ouais. dépend vraiment de la personne, quoi. Ok, ah oui, donc faut bien préciser. Non, mais ça, c'est super important parce Ouais, que parce alors que moi, t'en as, j'aurais ils été font pas, tellement ouais. naïve que Ah moi, oui. j'aurais cru bah, qu'il y aurait tout, quoi. Enfin, alors que non, en fait, c'est pas forcément le cas. Donc, faut bien vérifier qu'est-ce qu'il y a dans Ouais, votre ouais. contrat avec la décoratrice Ah bah oui, il d'intérieur. faut bien vérifier les livrables, ce qui est prévu et tout ça, hein. Ouais, Est-ce ouais. qu'elle vient? Est-ce qu'elle monte les meubles? Est-ce qu'elle fait les tapis? Est-ce que. Ouais. Ouais, ouais, parce que faut tout vérifier. Parce que moi, franchement, honnêtement, j'aurais juste une liste à faire le shopping. J'ai dit non, mais non, le but, c'était que, pas que j'y passe du temps. Donc Bah voilà, bah, si tu veux pas passer de temps, et c'est tout l'intérêt aussi de ces métiers-là, c'est qu'en effet, si t'as pas envie de t'embêter, ils vont le faire pour toi.
Mais Ouais. du coup, c'est une mission plus complète et donc forcément plus chère. Bah oui, forcément. OK. OK. Et maintenant, juste pour terminer par rapport au métier, parce que peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui se posent la question de devenir ou pas décoratrice d'intérieur. Mmh. Donc là, on parle bien de décoratrice d'intérieur, on exclut la partie, architecture, qui pour moi, c'est encore un autre métier que juste la «décoration», entre guillemets. Heu, Qu'est-ce que tu as envie de dire à ta copine? Imaginons, tu as une copine qui dit: «Ah tiens, je vais tout plaquer, je vais devenir décoratrice d'intérieur». Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? Bah, je voudrais pas lui casser son rêve parce que je trouve qu'il faut rêver et tu as qui s'en sortent, hein, Maintenant, il faut faire attention à la réalité du métier parce qu'il y a le mythe de, «Ah, je vais faire des mood boards toute la journée», un peu, moi, je sais que, naïvement, je m'étais un peu dirigée vers ce métier parce que quand j'étais petite, j'adorais jouer aux Sims et en fait, quand je jouais aux Sims, je faisais que des maisons et je me suis dit: «Ah, mais c'est trop bien, c'est un métier, où limite tu joues aux Sims toute la journée». Sauf que non, la réalité, c'est pas ça. Et donc, je dirais déjà avoir conscience que, c'est pas, que de belles photos finies, que c'est quand même un vrai métier. C'est un métier très concurrentiel et donc tu es obligé d'être bon et ce que j'ajouterais vraiment, c'est que si tu veux être à ton compte, faut que tu sois bonne entrepreneur, en fait, ou entrepreneuse. En fait, c'est vraiment ça. Les gens se rendent pas compte, mais quand ils lancent leur agence, ils pensent qu'ils vont faire que de la déco et c'est faux. En fait, la déco, ça va prendre 10-15 de leur temps. Mais le Mmh. reste, ils vont avoir une casquette, de chef d'entreprise et souvent, les gens, c'est dur pour eux et il y a beaucoup de désillusions parce qu'en fait, ils se rendent pas compte que, bah, le métier de décorateur d'intérieur, quand tu es à ton compte, c'est pas juste faire des mood boards. Faut que tu prospectes, faut que tu trouves ta niche, enfin, faut que tu saches vendre aussi. Du coup, une fois que tu as le prospect, enfin la niche, bah, faut que tu arrives à vendre, tu vois? Et toutes ces notions de business, souvent, ils ont pas conscience à quel point, c'est important et les écoles ne leur apprennent pas, aussi. Il y a ce problème-là, c'est que les écoles ne leur disent pas forcément, «Attention, vous allez être chef et heu d'entreprise avant». mais c'est intéressant parce que en fait, parce que moi, j'ai vraiment cette impression, hein, que je connais plus de personnes dans mon entourage qui sont architectes d'intérieur que de gens qui sont médecins ou orthophonistes ou en tout cas des métiers qu'on a l'impression que, bah, il y en a besoin de plus et j'ai l'impression qu'architecte d'intérieur, bah, tout le monde pourrait avoir son architecte d'intérieur et qu'il y en a beaucoup trop en volume par rapport à la réalité du nombre de personnes Bah, qui en c'est ont très vraiment concurrentiel, besoin, ouais. quoi. Ouais, ça Et marche. toi, parce que la question, c'est les écoles-là, en fait, elles ont pas de quota? Enfin, genre, Non. est-ce que c'est le CPF qui paye, c'est via le CPF qu'en plus ça Alors ça paye, dépend, tu crois? hein, Ou c'est de leur poche? Je sais même pas ça. non, alors ça dépend, des formations. Alors et tu as les, parcours de reconversion Mmh. où là, oui, souvent, c'est des écoles. Alors après, tu en as, hein, des formations qui sont pas, diplômantes ou qui sont pas reconnues par l'État. Donc là, c'est encore autre chose. OK. Mais celles qui sont, reconnues par l'État, tu peux les financer par le CPF en général, OK. une bonne partie. En moyenne, c'est entre 5 et 15 000 € en fonction de la formation, que tu regardes et Et c'est après tu as sur un an? le C'est pour un sur un an, an? ouais. OK. Ouais, à peu près, ouais. En OK. général, ouais, c'est sur un an et demi, ça dépend, hein, mais OK. après tu as c'est pareil, hein, tu as beaucoup, beaucoup d'écoles en ligne, donc OK. il y a de ça aussi, et après tu as le parcours classique, mais non, parce que du coup, c'est pas des décorateurs d'intérieur, c'est des écoles théoriquement, ils forment des architectes d'intérieur, du coup. Celles qui sont OK. en 5 ans, ils forment des designers d'intérieur, architectes, enfin voilà. Et Ouais, pour de la ouais. décoration, purement reconversion, en général, ce qui se passe, c'est ça, c'est que les gens vont vers ces métiers-là, enfin, vers ces écoles, en un an et demi et tu en as qui se financent par le CPF, d'autres non. Ça OK. dépend. Ça, les Et tu écoles, faut être vigilant, hein. Faut bien ouais. regarder, hein. Ouais, que ce soit des entre guillemets «des vraies écoles diplômantes», reconnues, Bah, ouais, je dirais c'est l'idéal. Alors après, moi j'ai mon avis très personnel, hein, sur les écoles en reconversion, parce que souvent c'est pareil, ça dépend des profils, mais en général les gens qui font une reconversion, en général derrière ils veulent se lancer à leur compte. Souvent c'est ces profils-là, tu vois? mmh, Tu fais une école en 5 ans, il y a débat parce que là c'est des post-bac, ils sont jeunes, oui. ils veulent bosser en agence, donc c'est d'autres profils. Mais pour la reconversion en général, c'est des personnes qui ont un certain âge et qui veulent être à leur compte et le problème des écoles en ligne, c'est qu'on leur apprend pas ça. Nous, on avait un, donc dans le cadre de mon média, en parallèle, j'avais un mastermind où, j'avais pas mal de donc c'était que des filles Ouais. de tout profil, hein, qui étaient en reconversion, d'autres pas du tout, qui avaient fait des écoles en 5 ans, d'autres, qui avaient fait, des trucs, en un an, tu vois?
certaines qui étaient décoratrices d'intérieur, d'autres qui étaient architectes d'intérieur et en fait, le point commun de toutes ces personnes, c'est qu'en fait, l'aspect business, c'était pas quelque chose qu'elles avaient. On leur avait pas appris il y avait eu un manque d'éducation financière aussi à ce niveau-là. Parce que ça, on n'y pense pas, mais la gestion de la trésor, tout ça, c'était pas hyper, limpide. Et toi, tu t'es rendu compte en tout cas, c'est juste pour donner un peu, toutes les billes à Mmh ta mh. fameuse copine qui hésite à se lancer. Tu penses que sur 5 personnes qui sortent d'école comme ça, il y en a ou allez, on va dire sur 10, il y en a combien qui vont vraiment s'en sortir et à au moins réussir à se verser, on va dire, un petit, 2 000 € par mois, en moyenne à peu près lycée sur l'année, ou 1 500 quoi? Au moins, tu crois que sur les 10 qui sortent, il y en a combien qui arrivent à se verser un SMIC par an? Waouh, alors ça c'est Non, franchement, je voudrais pas dire de conneries, donc ouais, je vais non, pas donner de non, chiffres. j'en sais rien, Mais par contre, la réalité, c'est que souvent, quand on se renseigne sur ces métiers, qu'on regarde, il y a des noms qui ressortent, d'agences qui sont très connues, qui marchent très bien, qui font des millions en chiffre d'affaires, ça te fait rêver et cetera. Mais c'est une poignée. En fait, la réalité, c'est que la plupart, c'est dur, hein, mais il y en a beaucoup qui crèvent la dalle, hein et ils ouais. arrêtent parce qu'en fait, ils peuvent pas se payer. En fait, c'est un métier qui est très dur, faut vraiment en avoir conscience, et c'est un métier qui est très dur parce que quand tu te lances à ton compte, la compétence qui va t'aider alors évidemment, si tu as bon goût, c'est mieux quand même, si tu es bon, c'est mieux, mais ce qui va vraiment t'aider, c'est ta casquette d'entrepreneur, hein. C'est vraiment ça qui fait la différence. Moi, de tous ceux que j'ai côtoyés, franchement, j'ai vu tout profil, de décorateur, d'architecte d'intérieur. Le point commun de toutes les agences qui marchaient super bien, c'était, l'appétence au business. Les agences qui marchaient bien, c'est parce que c'était de bons dirigeants. C'est purement et simplement. Et qu'est-ce que tu entends par là? C'est-à-dire des réseaux sociaux solides, bien alimentés, un process, pour convertir en clients avec, de la vente en place? Ouais, c'est ça et c'est des process qui sont rodés, un réseau. Alors ça c'est hyper important. Mon mari vient de la finance, hein. Là, il est enfin donc, enfin, il vient pas de la finance, mais il bosse en finance, depuis 4 ans. Il côtoie de gros institutionnels de la finance. C'est un milieu où le réseau est important, mais le milieu de la décoration et de l'architecture d'intérieur, c'est 10 fois pire. Où là, le Ah ouais. réseau, c'est encore plus important. Parce que tu te rends compte que dans toutes les agences qui marchent bien, ils se connaissent tous. C'est un milieu très mondain, donc ça, faut être capable de l'accepter aussi. Et voilà, en tout cas, ça dépend vraiment des ambitions que la personne va avoir. Et plus tu veux monter et plus il faut accepter les règles du jeu. Et quand tu veux avoir ta petite agence, c'est possible, hein, c'est complètement possible. Mais pareil, il faut que tu sois un bon entrepreneur. Moi, pour moi, le nerf de la guerre quand tu lances ton agence, c'est, 10 ça va être, l'aspect créatif, 10-15 et le reste, ça va être ta casquette d'entrepreneur. Donc, savoir comment vendre, quelle est ta niche, toujours te remettre en question, bien gérer ta boîte aussi, donc, tes charges, ta trésor et cetera, être vraiment éduqué financièrement. Parce que tu as des boîtes, qui tu vois, tout à l'heure, tu me parlais en chiffre d'affaires et moi, je trouve ça terrible, tous ceux qui parlent en chiffre d'affaires parce que tu peux faire 1 million de chiffre d'affaires et à la fin de l'année, te retrouver en déficit, tu vois? Bah, Donc il y a ouais. et ça, c'est terrible et c'est pour ça que j'ai rejoint mon mari après ça, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai sujet chez les femmes. Mais il y a tous ces notions-là de vraiment purement gestion d'entreprise, quoi. Mmh. Donc voilà et là, en plus, de ce que j'ai compris, c'est un milieu qui est compliqué, là, en ce moment parce que les gens qui achètent, ils mettent globalement leur argent, dans le bien et l ça va être le cadet de leur souci de prendre une décoratrice ou une architecte d'intérieur, quoi. Ouais, ouais, Ils ouais. vont prendre s'il leur reste, mais voilà, quoi. OK. Bon, bah, c'est bien. Au moins ta copine, elle est avertie et puis après elle peut prendre sa décision, bien sûr, en fonction de ses goûts, et de ses envies, Voilà, tu vois? c'est ça. Parce Je dirais, que si tu es motivé, vas-y, mais sache que ça va pas être facile. Mais comme ouais. dans plein de choses, hein. Mais comme dans plein de métiers, hein, c'est comme, Voilà, devenir coach immobilier, pour mon cas, des gens qui exactement. veulent se lancer en tant que coach immobilier, il y en a une tonne, des gens qui Ouais, réussissent, il y en a pas tant que ça, hein, donc exactement, ouais, c'est et exactement c'est ça. comme dans tout donc en fait, en gros, ne vous faites juste pas d'illusions que ça va être facile, c'est comme tout métier, ça va être en tout cas quand on est à son compte, c'est Mmh, difficile ouais, c'est ouais, pas pour ouais, autant que c'est pas un beau métier. OK, bah, merci c'est ça. beaucoup Julie. Je sais pas si tu avais quelque chose d'autre, que tu voulais ajouter, Non, bah, non, 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 c'était vraiment les 2 points, parce que là, j'en reparlais avec Joe, mais c'était vraiment les 2 points de, en effet, vraiment faire attention aux mythes, du métier et de la réalité qu'il y a derrière
et que vraiment, si tu as envie de te lancer à ton compte, l'intelligence entrepreneuriale, c'est ce qui va faire la différence. Parce que OK. des gens bons qui ont bon goût, tu en as à l'appel dans ce milieu-là. Tu en as Ouais. plein. Mais ce qui va les distinguer, c'est à quel point ils sont bons pour vendre. Ça va être ça, OK. quoi. Trop bien, trop, trop bien. Bah, merci beaucoup Julie Merci et à toi, Dorine. en plus je suis contente de t'avoir trouvée parce que je voulais aussi quelqu'un qui avait pas de parce que c'est moi en réalité, moi je me fais très souvent contacter par les décoratrices d'intérieur pour se faire interviewer sur le podcast et en fait, j'ai toujours Ouais. dit non. Et en fait, je voulais quelqu'un qui soit pas juste là pour, vendre sa prestation de décoratrice d'intérieur, Non, sur mon bah, j'en vends pas, podcast. ouais. Et comme tu n'en vends pas, je me suis dit: «Bah, c'est parfait parce qu'au moins comme ça, c'est un avis neutre que tu vas avoir et heu et donc c'est parfait pour l'épisode». Merci beaucoup Julie, salut. Merci à toi, salut.